À hauteur de l'Amérique centrale, les Antilles rassemblent des îles aux superficies très variées. L'appellation Grandes Antilles concerne les plus vastes d'entre elles, toutes orientées d'ouest en est, comme les pontons naturels du continent américain. La plus nordique des Grandes Antilles est aussi la plus vaste, Cuba, une île allongée sur 1500 km, comme un saurien démesuré, et qui couvre une superficie égale au 5e de la France. Cuba déroule 7000 km de côtes parsemées de cayos, des milliers d'îlots coralliens plats comme la main, qui émergent de quelques mètres à peine à la surface de la mer. Les plaines s'étendent sur les 2/3 d'un territoire qui présente, sauf dans l'Est, le relief le moins échevelé des Grandes Antilles. Les communications et l'irrigation des terres s'en sont trouvées grandement facilitées. Un jour d'octobre 1492, un bateau espagnol jette l'ancre ici. Il est commandé par Christophe Colomb, qui baptise l'île Juana, du nom du prince Juan d'Espagne, héritier du trône. Fondée au début du XVIe siècle par les Espagnols, la Havane verrouillait tout le trafic maritime entre le Mexique et l'Atlantique. Plusieurs édifices militaires comme le Castillo del Morro témoignent de l'importance stratégique de la ville et de sa position centrale sur le Nouveau Monde découvert par Christophe Colomb. 3 siècles plus tard, la domination espagnole sera combattue par un planteur du Sud, Carlos Céspedes. L'empreinte du passé colonial, la lumière contrastée et la douceur de vivre ont très tôt suscité un véritable engouement pour la Havane chez de nombreux artistes ou intellectuels. L'un d'entre eux y a passé plus d'un tiers de sa vie en fréquentant certains estaminets, sans doute plus que de raison. Il s'appelait Ernest Hemingway. Les Espagnols quittèrent le pays à la fin du XIXe siècle en laissant derrière eux un patrimoine exceptionnel. Sans transition, les Américains prendront leur place en posant eux aussi leurs repères. Il subsiste de nombreux bâtiments, flamboyants, vestiges d'une époque débridée où la Havane servait au seul loisir des riches occidentaux. Toujours sous la domination espagnole, le combat de José Martí annonçait déjà la révolution. La dictature de Batista tombe en 1959, renversée par 2 jeunes hommes, un médecin, Che Guevara, et un avocat, Fidel Castro. L'UNESCO a intégré le centre historique de la Havane dans le patrimoine de l'humanité. Les restaurations se poursuivent, mais la tâche est immense. Sur le Malecón, la promenade du bord de mer, le parc automobile cubain semble entièrement composé de pièces de collection. Dans le quartier du Vedado, les immeubles récents se mirent sur les capots des belles américaines. L'Hôtel National a vu passer d'autres belles américaines, comme Ava Gardner par exemple. Le palace, inauguré en 1930, était le point de chute du tout Hollywood. Traversé par la 5e avenue, le quartier de Miramar est un musée à part entière. Il regroupe les maisons chics de la Havane, abandonnées par leurs propriétaires la nuit de la Révolution. Fidel Castro a lancé à la foule « Ces maisons sont à vous, prenez-les ». Beaucoup ont été ruinés, la plupart font encore rêver. À une vingtaine de kilomètres du centre de la Havane, les plages de l'Est et celles qui s'étirent jusqu'à Varadero ont de quoi faire rêver aussi. Le tourisme fait tourner le principal moteur de l'économie cubaine. Le secteur touristique fournit à lui seul le 5e du produit national brut et ce n'est pas fini. Ainsi, au milieu des années 1990, le nombre de visiteurs progressait de 50% l'an. Beaucoup attendent avec impatience le jour où les relations avec les États-Unis seront normalisées. Alors,
ce sera une déferlante. Miami n'est qu'à 200 km d'ici. Sur la côte atlantique, des cayos minuscules laissent la vie sauvage reprendre ses droits. En se fondant dans le paysage lumineux du Cayo Guillermo, les visiteurs peuvent partager la douceur des eaux Caraïbes avec certaines espèces, coopératives et sympathiques. Au large de la côte sud, la mer des Caraïbes baigne des îlots où la découverte est permanente, sur terre, sur mer ou sous la mer. L'île de la Jeunesse est une étape importante de la découverte du Sud, avant de revenir sur la grande île. Cuba est un pays agricole tourné vers l'exportation. Il se situe parmi les 10 premiers producteurs mondiaux de canne à sucre, de sisal et de jute. Hélas, le bloc soviétique était son premier client et son éclatement a entraîné une crise dont le pays se remet à peine. Quand Moscou a refusé de payer le sucre 4 fois le prix du marché, il a fallu trouver à la canne à sucre de nouveaux débouchés. Le rhum, lui, a trouvé ses propres débouchés depuis le XVIIe siècle. Le tabac, lui aussi, échappe à la crise. Les ventes à l'étranger des fameux cigares ne cessent de progresser. La France en est le plus gros importateur mondial. La fabrication artisanale des Havanes ne cède absolument rien au rendement. Pour moi, c'est bien de fumer 4 à 5 cigares par jour. Plus, ce n'est pas bon. L'idéal, c'est à la fin d'un repas ou en faisant une partie de domino. En principe, un Havane se fume 2 semaines après sa fabrication. Ici, on n'attend pas. Le sous-sol de Cuba ne brille pas par sa richesse. Les quelques gisements de pétrole sont loin de donner son autonomie énergétique au pays. La ville de Trinidad est blottie sur la côte sud, dans une ancienne région sucrière très riche. Les tuiles de certaines maisons viennent de France. La chute des cours du sucre figea la vieille ville, qui se referma sur son passé glorieux en berçant sa nostalgie. Santiago. Ici, comme partout à Cuba, la musique fait la synthèse de toutes les influences rythmiques africaines, espagnoles et américaines. À Cuba, tout débute et tout se termine à La Havane. Et à La Havane, fin juillet, tout débute sur le Malecón. Quelques jours après celui de Santiago, le carnaval déferle dans la rue.
La journée, la fête est essentiellement dédiée aux enfants et aux jeunes qui rivalisent d'imagination avec les moyens du bord pour mettre au point les déguisements et le spectacle. Le soir, la folie du carnaval prend une autre dimension. Le rythme s'accélère. Née en Europe, la tradition du carnaval a suivi les navigateurs et les conquérants partout où le christianisme s'est répandu, et d'abord en Amérique. Les carnavals du Nouveau Monde remontent donc à l'époque coloniale. Ils étaient organisés lorsque prenait fin la récolte de la canne à sucre. Les esclaves, dit-on, alors se rasaient la tête et s'affublaient de masques et de costumes. À Cuba, le carnaval mêle les traditions religieuses africaines aux attributs des grandes fiestas espagnoles. Cela en fait un spectacle unique. Cuba, empreint d'une culture tout en émotion et en nostalgie, tente d'échapper aux difficultés en regardant vers les plus beaux atours du modernisme. Mais, fiers de leur identité, les Cubains rêvent d'un avenir sans révolution, rythmé par des lumières de fête et la salsa d'essence.